C'est au 6 bis de la cité Véron, à 2 pas de Pigalle, dans le 18e arrondissement de Paris, qu'emménage Boris Vian, à 33 ans. L'auteur a déjà écrit les chefs-d'œuvre littéraires qui font de lui aujourd'hui un personnage de légende. Avec Ursula Kubler, jeune danseuse classique rencontrée quelques années auparavant, il s'installe au bout de ce passage. C'est Ursula qui s'est mise en quête d'un endroit qui pourrait ressembler à Boris, qui pourrait leur ressembler. Parce que ça voulait dire aussi habiter ensemble. C'était pas rien. Et là, d'un seul coup, Ursula va trouver la pépite d'or. C'est l'arrière du Moulin Rouge. On est en pleine année 50. C'est un quartier extrêmement populaire. Ces dames, bien sûr, font leur métier sur le boulevard. Et le Moulin Rouge, avec ses ailes, continue de tourner. Et Boris les regarde tourner presque nuit et jour. Boris Vian, would you sing your wonderful valse jaune? Oh, I certainly want. Un parole clair du pays. Gelati, spaghetti, frittati, legumi, salami. Panino, vitello, formaggio e brodo di pollo. Minestrone, senappa, gazosa e cioccolata. Les signori sont servis. L'atelier de la cité Véron, avec sa terrasse fantastique, sera la dernière habitation de Vian. 6 années au cours desquelles ce touche-à-tout de génie aura entièrement réaménagé le lieu à la main et au bois. C'est en ingénieur que Vian, diplômé de Centrale à 22 ans pour rassurer sa mère, éternelle inquiète, a minutieusement dessiné les plans. Aujourd'hui, rien n'a changé chez les Vian. L'atelier est resté habité par Ursula jusqu'à son décès. Son amie et assistante Nicole Berthold lui a succédé, cité Véron. C'est pas un appartement en fait dans lequel ils vont habiter, c'est un atelier d'artiste. Vian aime bien le fonctionnel, il aime bien le bois, il aime le plâtre, il va mettre lui-même une partie du carrelage, il va installer l'évier, etc. Il va construire de petites mezzanines, donc il va monter une partie du plafond, il se fera sa chambre à lui, sa chambre personnelle. Très vite, il va s'emparer de l'endroit, et c'est pour ça que c'est devenu un lieu si incroyablement vianesque. Tout a été conservé tel que Boris l'avait imaginé et conçu, c'est fascinant. À la porte de la salle de bain, celui qui se surnommait le bison a suspendu un écriteau toujours en place. Il est interdit de baigner les animaux, d'utiliser les produits en dehors de ceux fournis par l'établissement, d'introduire une tierce personne sans l'autorisation du gérant, de dépasser la durée accordée au bain. Dans le salon se trouve la table de séjour qu'il a dessinée, le piano voulu par l'ourson, le surnom qu'il donnait à Ursula, la collection de disques de ce fou de jazz, la bibliothèque avec l'ensemble de ses ouvrages traduits dans le monde entier. Partout au mur, des collages de son ami et voisin Jacques Prévert, venu s'installer 2 ans après les Vian, sur le palier d'en face. C'est aussi un terrain très intime ici. On y fait la cuisine ensemble. On aime cuisiner pour les copains qui viennent. Alors il y a toujours une marmite sur le feu. Le dimanche, Boris va passer beaucoup de temps à faire sa blanquette telle que le Gouffé l'aimait. Le Gouffé, c'est le livre culte, notamment qui a une place importante dans l'écume des jours. « Ce sera bon ?» demanda Colin. « Monsieur peut en être sûr » affirma Nicolas. « Quelle entrée avez-vous préparée ?»« Mon Dieu, dit Nicolas, pour une fois, je n'ai rien innové, je me suis borné à plagier Gouffé. »« Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître, remarqua Colin. Et quelle partie de son œuvre allez-vous reproduire ? Il en est question à la page 638 de son livre de cuisine. Je vais lire à monsieur le passage en question.
Boris Vian pose ses valises au fond de l'impasse de la cité Véron en 1953, il a déjà vécu plusieurs vies, comme s'il savait que la sienne serait forcément courte en raison de la malformation cardiaque qu'on lui a découverte dans son enfance. Né en 1920, second des 4 enfants Vian, 3 garçons et une fille, Boris grandit dans la villa cossue de Ville-d'Avray, auprès de parents qui s'aiment et vivent la douce existence de rentiers, avant que le krach boursier de 1929 ne dissolve l'héritage familial. Un revers de fortune qui ne remet pas en question l'insouciance des Vian, passionnés de musique et de littérature. Dès son enfance, il y a quelque chose d'un bonheur de vivre qui va se ressentir vraiment dans ses relations, ses amis. Il y a toujours des copains autour de lui parce que sa personnalité dégageait quelque chose de fort qui plaît aux gens. Très jeune, Boris Vian rédige ses premiers poèmes. La maison de vacances de Londemer, dans le Cotentin, accrochée à flanc des falaises de la Manche, sera un lieu constant d'inspiration. Il écrit dans ses notes intimes « La maison, j'adorais la maison tout en bois de Norvège, verni à l'intérieur, vert à l'extérieur. La mer, un balcon tout autour d'où on la voyait, la colline en prosénium oblique de fougères couvertes. » Plus tard, Londemer inspirera le décor de l'Arrache-cœur, histoire d'un amour maternel poussé jusqu'à l'exagération. À 20 ans, en 1940, celui qui n'est encore qu'un apprenti écrivain fait une rencontre aussi fondamentale sur le plan amoureux qu'intellectuel. Michel Léglise prépare son baccalauréat de philosophie. Ils partagent la même passion pour le jazz, le cinéma et la littérature. Ils se marient et très vite ont un premier enfant. C'est à partir du début des années 40, de son mariage aussi avec Michel, qu'il commence à avoir un peu plus d'ambition littéraire. Sa première œuvre vraiment écrite en fiction, c'est un conte qu'il écrit pour sa femme qui est malade, il écrit un conte de fées à l'usage des moyennes personnes. Il écrit un joli texte, mais qu'on peut vraiment placer dans les romans de jeunesse. Au sortir de la guerre, Vian s'impose comme une des figures centrales de Saint-Germain-des-Prés. Trompettiste, il joue du jazz avec ses frères Lélio et Alain Vian quasiment chaque soir, au club Le Tabou. Son premier roman, Vers coquin et le plancton, rédigé sous l'occupation, vient d'être édité chez Gallimard. Vian n'a que 25 ans, il est adopté par l'intelligentsia parisienne. Sartre, Beauvoir, Queneau apprécie la personnalité de ce beau garçon, manifestement talentueux. C'est un moment, ces années 45-46, où il a une faconde, un esprit extrêmement ouvert et là une facilité qui est déroutante. La machine littéraire Vian est lancée. En 3 mois, de mars à mai 1946, il rédige son œuvre la plus célèbre, L'écume des jours. Pour Gallimard, qu'il édite l'année suivante, il en a lui-même résumé l'intrigue. Colin rencontre Chloé, ils s'aiment, ils se marient, Chloé tombe malade, Colin se ruine pour la guérir, le médecin ne peut la sauver, Chloé meurt, Colin ne vivra plus très longtemps. Au cours de cette même année 1947, Vian conçoit, bien avant Romain Gary, l'une des plus belles farces de la littérature française, imaginant de se faire passer pour le traducteur d'un auteur inventé de toutes pièces, Vernon Sullivan, noir américain interdit de publication aux États-Unis. Écrit en 15 jours, le mythique « J'irai cracher sur vos tombes » est né, qui dénonce l'injustice dont les Noirs sont victimes dans l'Amérique d'après-guerre. À partir du moment où il a passé ce cap de l'écume des jours, qui est accepté chez Gallimard, donc ce qui était son rêve, ce cap de allons-y, déconnade, mais assumée avec Vernon Sullivan, il entreprend là des choses plus ambitieuses qui lui tenaient à cœur d'un point de vue aussi, d'une certaine manière politique, avec l'automne à Pékin. Et là, on est dans le roman de 350 pages, avec beaucoup plus de personnages, avec des intrigues plus compliquées, plus philosophiques, on peut dire quasiment. Et là, on est en 47, donc hop, encore un roman en un an. Ça n'arrête pas. Mais l'automne à Pékin, refusé par Gallimard et publié chez un éditeur peu connu, passe inaperçu en 1948.
L'année suivante, L'Herbe rouge, roman court, dense et intense, dans lequel Vian met beaucoup de lui-même, ne trouve pas non plus grâce aux yeux de Gallimard. Édité ailleurs, la sortie de l'ouvrage est confidentielle. Parallèlement, ce que Vian avait imaginé comme un canular vire au cauchemar. Une plainte a été déposée pour outrage aux bonnes mœurs contre « J'irai cracher sur vos tombes ». On sortait de la guerre, on sortait de l'occupation, on sortait de la Shoah, on sortait de toutes ces horreurs. La tombe était un symbole très fort. Et puis le sujet lui-même, c'était porno, c'était érotique. Je restais agenouillé, elle était entre mes jambes. Judy se rapprocha encore. Je sentis sa main sur moi et elle me guida où il fallait. Elle laissait sa main. J'ai manqué gueuler tellement ça m'excitait. En 1950, Vian est condamné à 100 000 francs d'amende pour « J'irai cracher sur vos tombes », dont le tribunal exige la destruction. L'auteur devra faire appel à plusieurs reprises pour échapper à la prison. Face à ces échecs et à ces violentes attaques, Vian a le sentiment légitime de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il traverse une grave crise existentielle. Son mariage avec Michel, un temps séduite par le philosophe Jean-Paul Sartre, implose, et il passe de longues périodes sans voir ses deux enfants, Patrick et la petite Carole, née en 1948. Physiquement et moralement épuisé, l'écrivain à la santé fragile doit renoncer à la trompette pour des raisons médicales. De cette période datent ses poésies les plus poignantes. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu, dévoreurs de tropiques. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Quand il rencontre Ursula Kubler, l'étau dans lequel se débat Vian se dessert. C'est à ses côtés qu'au début de l'année 1951, il achève son nouveau manuscrit qu'il conçoit comme le premier tome d'un roman qui en comportera plusieurs. Mais lorsque Gallimard refuse le merveilleux arrache-cœur, estimant l'intrigue trop fabriquée, c'est le coup de grâce. L'écrivain interrompt brutalement sa production romanesque. 10 ans, on est en 51-52, c'est fini. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit il n'avait plus rien à dire. Du tout. Littéralement. Évidemment, je ne crois pas à ça. Mais on peut se poser la question. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de cohérence de son œuvre littéraire. 4 grands romans, 4 romans de Sullivan, un certain nombre de poésies, tout ça est assez cohérent. Soit il est vraiment fatigué par le mauvais accueil de son œuvre, par les difficultés personnelles. Il fallait bien vivre, comme il disait, et donc aussi gagner sa croûte, tout simplement. Il a arrêté d'écrire parce que finalement, il s'est dit, j'ai 250 lecteurs amis fidèles, mais personne d'autre lisait. Il était connu pour tout à fait autre chose. Maintenant, on le sait, on l'a écrit, on le sait partout. Mais ses romans n'étaient pas appréciés. On disait, mais qu'est-ce que c'est que ce farfelu? Pour Vian, l'installation Cité Véron avec Ursula marque un nouveau départ. Aux côtés de celle qui deviendra son épouse en 1954, il se met à écrire des scénarios, des spectacles et surtout des chansons dont certaines restent inoubliables, entonnées génération après génération. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. J'ai toujours songé à la musique de près ou de loin, puisque j'ai commencé par jouer de la trompette dans des orchestres de jazz. Et de fil en aiguille, connaissant de plus en plus de musiciens, j'en ai trouvé